ministre et la classe politique. Les échanges ont porté entre autres sur la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Première session 2012 du Conseil national de crédit du Mali. Il a été question notamment de l'évolution monétaire et des interventions de la BCEAO compte tenu de l'impact de la situation sécuritaire sur les banques. Notre invité du jour est l'artiste musicien de renommée internationale Salif Keita, président de l'Union des associations des artistes, des artistes, des producteurs et des éditeurs du Mali. L'Union organise des manifestations en faveur des populations du Mali. Avec lui, nous en parlerons. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre a entamé ce matin des concertations avec la classe politique. La COPAM, l'Alliance Ibeka Mali 2012, la Convergence pour sauver le Mali et le FDR sont les groupements politiques qui ont été reçus ce matin au centre des échanges de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays et la proposition du Premier ministre de créer un organe consultatif pour appuyer le gouvernement. Le point de cette journée d'audience avec Sidiki Dambeli. Concertation tous azimuts avec la classe politique et les organisations de la société civile, le Premier ministre est persuadé que la solution à la crise malienne se trouve dans les mains des Maliens, d'où son initiative d'engager les dialogues avec toutes les composantes de la société sur la situation socio-politique et sécuritaire. Une initiative saluée par les groupements politiques qui ont ouvert les balles ce mardi, la COPAM, l'Alliance Ibeka Mali 2012, la Convergence pour sauver le Mali et les FDR. Il a estimé qu'il faut effectivement informer l'ensemble des regroupements sur tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre pour aujourd'hui non seulement sécuriser le pays, relancer l'économie et récupérer la totalité du territoire national. Nous avons estimé qu'il y a eu beaucoup de travail. Nous allons réfléchir sur ce qu'il va entreprendre après, et nous le dirons effectivement par écrit. Nous avions déjà réfléchi et nous avons dans notre agenda d'organiser des journées et de réflexion sur des propositions de sortie de crise. À cette journée, nous avons souhaité associer tous les regroupements politiques, je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de travailler à s'en approprier, et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons également que l'État puisse y participer pour que les propositions puissent être confortées. Après avoir recueilli les avis des uns et des autres sur la situation actuelle du pays, le Premier ministre a proposé la création d'un organe consultatif, un cadre innovant de dialogue et de gouvernance qui appuiera les autorités de transition dans leurs tâches. Une suggestion que ses interlocuteurs se proposent d'analyser avant tout avis. C'est pour mettre un organe consultatif pour appuyer effectivement le gouvernement dans sa tâche, jouer un rôle d'interface entre le gouvernement et les populations. Alors nous avons bien écouté le Premier ministre. Nous venons au nom de notre regroupement qui est la CSM, la Convergence pour sauver le Mali. Alors nous allons rendre compte et faire nos propositions. Nous sommes persuadés qu'ensemble, classe politique, société civile, si tout le monde acceptait de se donner la main, nous sommes en train d'être appuyés par la communauté internationale qui veut voter une résolution pour le Mali. Nous, Maliens, nous devons aussi voter une résolution ici au Mali. La résolution de la cohésion, la résolution de l'unité, la résolution de l'entraide, la résolution autour du Mali. Est-ce un pas de plus dans la résolution de la crise actuelle? En tout cas, les groupements politiques, dans leurs divergences, ont tous salué cette initiative de dialogue du Premier ministre. Reste à prier pour que tous s'entendent sur l'essentiel, c'est-à-dire les Mali. Nous restons dans le milieu politique et cette fois nous sommes avec les femmes du cadre de concertation des partis politiques qui se donnent la main pour une sortie de crise. Elles sont réunies depuis ce matin au centre Awa Keita pour une concertation à l'issue de laquelle elles doivent formuler des propositions qui seront soumises aux autorités compétentes. Cette journée doit aussi définir le rôle que les femmes auront à jouer pour accompagner le gouvernement de transition. Le reportage de Mohamed Diarra.
Ces femmes veulent mettre leur appartenance politique de côté et parler de même voix pour une sortie de crise. Cette journée de concertation ouvre ainsi une fois de plus le débat sur la situation institutionnelle et sécuritaire au Mali. Les femmes politiques veulent étudier les contours de la crise et cela afin de proposer une panoplie de suggestions et recommandations acquis des droits. L'heure, nous semble-t-il, n'est plus au querelles des chapelles, mais à la cohésion nationale, à un péril commun. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques s'est donc proposé d'apporter sa contribution aux efforts en cours pour apporter des solutions à la crise institutionnelle, politique et sécuritaire que traverse notre pays, le Mali. Pour accompagner ce processus de dialogue amorcé par les femmes leaders, la SNV apporte son expérience. L'ONG néerlandaise de développement intervient au Mali dans le domaine de la bonne gouvernance. Notre implication dans le présent atelier se justifie davantage par le caractère du sujet. Mais le sujet n'est pas seulement que d'actualité, c'est aussi un sujet extrêmement pertinent, extrêmement préoccupant et donc tout à fait important qui, de notre point de vue, mérite alors qu'on le soutienne. S'il est vrai que les femmes ont été à l'avant-garde de tous les combats au Mali, rien ne saurait donc expliquer le silence de celles-ci face à la crise actuelle que connaît le pays, a dit la représentante du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Pour élaborer la série de propositions pendant cette concertation, les femmes devront discuter de plusieurs aspects. Le rôle des partis politiques dans la résolution de la crise, les stratégies pour accompagner les institutions de la transition, des échanges qui devront se passer en toute objectivité, rassure la porte-parole des femmes. Politique toujours, l'UM-RDA Faso-Djigui a animé ce matin une conférence de presse à son siège. Il s'agissait de communiquer aux journalistes la vision du parti pour une sortie de crise. Pour l'UM-RDA Faso-Djigui, il faudrait que l'État fasse l'audit de ses investissements dans le Nord pour mieux édifier l'opinion nationale et internationale. Boubacar Sissoko nous en dit plus. La crise du Nord du Mali perdure. Pour la transcender, il faudrait l'union sacrée de tous les Maliens pour en discuter et trouver des solutions adéquates. C'est pourquoi l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, Faso-Djigui, UM-RDA Faso-Djigui, s'est réunie pour faire des propositions concrètes dans le but d'une sortie durable de la crise du Nord. Nous restons persuadés que, à côté de tout ce qui a été fait et mis en place, il y a encore de la place pour la concertation pour le peuple malien. Une autre alternative, c'est bien la réforme de l'armée, afin qu'elle remplisse les fonctions républicaines. Nous pensons que l'armée devra être réorganisée, bien sûr, équipée, formée. C'est ça l'armée dont nous avons besoin. Pour les dirigeants de l'UM-RDA Faso-Djigui, un audit est indispensable afin de savoir comment les 1500 milliards de francs CFA ont été investis dans le nord du Mali par l'État, ce qui pourrait édifier l'opinion nationale et internationale sur les efforts que l'État a consentis pour le développement des régions du nord du Mali. Vous l'annoncez en titre, le Conseil national de crédit du Mali a tenu hier sa première session au titre de l'exercice 2012. La réunion a notamment examiné l'évolution de la situation monétaire et des interventions de la BCEAO. Les membres du Conseil se disent également préoccupés par l'impact de la situation sécuritaire et de la crise institutionnelle sur le portefeuille des banques. Le compte rendu avec Ibrahima Traoré. Le Conseil national du crédit du Mali a tout d'abord examiné l'évolution de la situation monétaire et des interventions de la BCEAO à fin avril 2012. À ce niveau, on note un repli des avoirs extérieurs nets. Les membres du Conseil ont apprécié la poursuite des opérations d'injection de liquidités par la Banque centrale. Pour ce qui concerne l'évolution du financement bancaire de l'économie au Mali, on a constaté un accroissement sensible des crédits à l'économie en 2011, malgré le ralentissement de la croissance. La tendance observée au cours des 4 premiers mois de l'année 2012 est aussi jugée satisfaisante, en dépit d'une baisse de dépôts sur la même période. Actuellement, vous avez en plus des représentants des États, des représentants du secteur privé, les associations de consommateurs, ça c'est nouveau, et même les représentants de l'association professionnelle des banques établissements financiers. Donc le comité doit faire des recommandations sur des thématiques. Il est fondé à commander des études, justement visant à améliorer le financement
le fonctionnement du système bancaire et le fonctionnement de l'économie d'une manière générale. Pour le reste de l'année 2012, les membres du Conseil se sont préoccupés de l'impact de la situation sécuritaire et de la crise institutionnelle sur le portefeuille des banques et surtout sur leur capacité à assurer un financement adéquat de l'économie. Pour cela, le Conseil recommande une plus grande diversification de l'économie à travers notamment la promotion des PME-PMI. Le Conseil national de crédit a pour but essentiellement d'étudier le système bancaire dans son ensemble, notamment en tout cas les relations entre les banques et la clientèle principalement. Donc au cours de cette session, il a été surtout question de bancarisation, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de tous les paramètres, n'est-ce pas, qui gèrent les relations entre la banque et sa clientèle à travers bien sûr le financement de l'économie bien sûr. L'économie sur le gouvernement et surtout en période de crise que nous traversons, il faut forcément que l'État accompagne les banques pour un peu booster l'économie et pour que l'économie soit bien sûr financée à hauteur de souhait. Le Conseil a été informé des mesures prises par la Banque centrale pour la résorption de la pénurie de petites coupures de billets de banque. Les membres du Conseil souhaitent que ce programme puisse être étendu à brève échéance aux pièces de monnaie. Autres travaux, mais nous restons dans le domaine financier, ceux de la 6e session du Conseil de direction du contrôle financier. Ils ont pris fin cet après-midi ici à Bamako. Après 2 jours d'échange, les participants ont, entre autres, formulé des recommandations visant à dynamiser la collaboration entre la Direction nationale du contrôle financier et la Direction nationale du Trésor. Reportage de Daouda Sidiki Diara. Parmi les thèmes soumis aux participants au cours de cette 6e session du Conseil de direction du contrôle, il y a la stratégie nationale du contrôle interne qui a particulièrement retenu leur attention. Cette stratégie est un instrument très moderne de gestion des finances publiques qui s'inscrit aussi dans la logique de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Et il est extrêmement important que les contrôleurs financiers maîtrise cet important outil de gestion des finances publiques. En réalité, tout comme les autres structures qui utilisent les ressources publiques, je vais dire toutes les autres structures de l'État. Durant 2 jours, les débats ont été centrés sur les voies et moyens propres à assurer une bonne gestion des finances publiques dans le cadre des missions dévolues au service du contrôle financier. Il faudrait s'assurer de l'effectivité de la prestation public avant que l'État la paye. C'est pour cela qu'il avait été décidé, lors de la révision du décret sur la comptabilité matière, qu'il y ait effectivement le contrôle de l'effectivité de la prestation à partir d'un certain seuil de dépenses. Et il a été retenu qu'à partir de 10 millions de dépenses, il faudrait que le contrôleur financier soit là pour s'assurer de l'effectivité de la prestation au moment de la réception des biens, des services ou des ouvrages qui sont financés sur le budget de l'État. Au regard des prestations qui sont les leurs, les participants ont formulé des recommandations appropriées qui visent l'application stricte à tous les niveaux de certaines dispositions réglementaires en matière de gestion des finances publiques. Entre autres, il s'agit de dynamiser la collaboration entre la Direction nationale du contrôle financier et la Direction nationale du Trésor de la comptabilité publique, de prendre également des dispositions par les ordonnateurs en vue de prévoir une place spécifique pour les visas du contrôleur financier sur les documents tels que le bordereau émission, les bons de caisse, le mandat de paiement et les avis de crédit. Dans le nord du Mali, au plan humanitaire, les contributions se poursuivent. Les ressortissants maliens vivant au Congo-Brazzaville et ceux vivant en Thaïlande viennent d'apporter leur contribution. Ils ont donné respectivement 4 millions de francs CFA et des tonnes de riz et du lait. Les dons ont été remis au Haut Conseil islamique en présence de notre reporter Alpha Maïga. Des mains tendues pour implorer le Tout-Puissant à faire retrouver au peuple malien son intégrité territoriale. Et en attendant, ce sont les fils du Mali résidant au Congo-Brazzaville et en Thaïlande qui sont venus auprès du Haut Conseil islamique pour exprimer leur solidarité envers les populations en détresse présentement dans le nord du pays.
Ils sont venus les mains bien remplies. Vu la situation actuellement au Mali, nous, Maliens et ressortissants, en Thaïlande, on a donné des aides de 5 tonnes et demi, de 30 sacs de lait pour aller en aide au nord au Mali pour la paix. Nous avons jugé aussi faire partie de ce que vous êtes en train de faire. Parce que dès que la situation a commencé, nous avons vu le Haut Conseil au sommet. Et nous avons vu aussi la caravane qu'il a organisée à l'intérieur. Et cela a touché la population dont nous sommes ressortissants. C'est dans ce sens qu'ils ont recouvert une somme de 4 millions. Pour le président du Haut Conseil islamique, il s'agit là d'un geste noble, un geste qui prouve que la solidarité est une complémentarité. Ce geste de solidarité de part et d'autre, qui se conjugue de l'intérieur, de l'extérieur, Inch'Allah, nous permettra vraiment d'atténuer la souffrance de nos frères et sœurs dans le nord du Mali. Cette fois-ci, c'est la Ligue des prédicateurs du Mali qui apporte sa contribution. Il s'agit de 2 tonnes de riz et des tonnes de spaghettis. Et nous recevons, comme annoncé, notre invité, l'artiste musicien Salif Keita. Salif Keita, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste musicien, on ne vous présente plus au public. Hein. J'espère. Vous êtes aussi le président des associations des artistes, des producteurs et des éditeurs. Votre association est née le 23 mars dernier. Tout d'abord, quels sont les objectifs de votre association? Et on n'a pas d'autres objectifs. On sait tout simplement que les artistes et leurs producteurs ont été trop maltraités et ils ont été assez volés. Et ils ont couru tellement de risques pour ce pays et qu'il est temps de se réunir pour quand même non seulement aider l'économie malienne, mais aussi essayer de reconforter les artistes et pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Voilà, donc les artistes se réunissent donc pour le bien du pays. Alors, votre structure organise les 21 et 30 juin prochains 2 concerts. Ouais. L'un au Centre international de conférence de Bamako, qui sera à VIP, ouais, avec la prestation de grands artistes, dont vous-même. Et le deuxième au stade Modibo Keita, et les 2 en faveur des populations des régions du nord du Mali. Comment vous est venue l'idée, justement, de cette série de spectacles? Je crois que s'il y a un problème arrive au Mali, quels sont les plus concernés? Je crois que les plus concernés, c'est ceux qui sentent ce qui se passe, c'est les artistes. Et donc, on a vu qu'il y a un problème et on veut coopérer, on veut donner quand même quelque chose en faveur de nos compatriotes du Nord. Voilà, donc qui dit spectacle, ouais, dit forcément recette. Ouais, ouais, alors, ces recettes sont destinées aux populations du nord du Mali. Alors, par quels moyens ferez-vous parvenir justement ces dons collectés par le Téléthon? D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Le 21, il est prévu un Téléthon au CICB. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc comment est-ce que ces dons collectés seront acheminés justement à destination? Bon, je crois que nous sommes dans de bonnes mains avec la Croix-Rouge qui a tellement l'habitude de faire ces choses-là. Donc, la Croix-Rouge sait exactement comment il faut acheminer ces dons au nord. D'accord, donc le partenaire de l'association, c'est la Croix-Rouge, qui sera donc chargé d'acheminer ces dons aux populations du nord. Oui, tout à fait. Alors, dernière question, Salif Keita, à 48 heures de l'une des grandes manifestations en faveur de nos populations, donc du nord, vous avez certainement un appel à lancer aux populations et en particulier aux mélomanes. Tout à fait. Et 20 000 francs pour les VIP, c'est peut-être beaucoup compte tenu de la situation actuelle du Mali. C'est pour la bonne cause. Mais 20 000 francs, c'est tellement peu pour sauver 40 000 personnes au nord. Donc vraiment, c'est ça. On dit aux mélomanes, aux artistes, avec leur cœur qui n'ont qu'à venir, se joindre à nous pour faire cette fête du cœur. Voilà. Alors, 20 000 francs pour le CICB et pour le stade Modibo Keita? Pour le stade Modibo Keita, c'est 2 000 francs. D'accord. Voilà, donc je rappelle ces dates. Le 21 juin, au Centre international de conférence de Bamako, l'association donc des artistes, des producteurs et des éditeurs du Mali donc organise un grand spectacle suivi d'un téléthon. Et bien entendu, le 30 juin, ce sera au stade Modibo Keita. Et bien entendu, la population y est invitée pour participer donc à cet élan de générosité et de solidarité envers nos populations du nord du Mali. Monsieur Salif Keita, merci. Merci beaucoup. Je souhaite donc plein succès à cette initiative. Merci, merci.
Parlons à présent du lancement des activités de solidarité au réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. C'était au lycée Macan Diabaté. Cette activité consiste à vendre des tickets aux lycéens de Bamako, tickets confectionnés par les femmes du réseau en collaboration avec l'AEM du lycée Macan Diabaté. L'argent collecté servira à acheter des vivres pour les populations du nord du Mali. Et oui, la solidarité se renforce. Pour plus de détails, écoutons Madame Diko Aminata Traoré, présidente du réseau Antenne du Mali. Elle est au micro de Fatoumata Kone. Les enfants de l'AEM, nous les avons approchés pour que nous menons cette activité ensemble. Il s'agit de vendre des tickets qu'on a confectionnés à moindre prix, 500 francs pour une sœur, pour son frère, ce n'est rien. Tout ce qu'on va avoir comme fonds, c'est bientôt le mois de carême, on pourra faire des achats, ça peut être du lait, ça peut être du sucre, du thé, pour envoyer à nos sœurs du Nord, celles qui sont à l'intérieur du pays et celles qui sont en dehors du pays. La cérémonie de lancement a eu lieu au lycée Philidabo Sissoko. Maintenant, c'est le coup d'envoi pour la vente des tickets. Et l'autre activité ayant été menée sur l'autre rive, on a préféré venir mener maintenant le coup d'envoi sur la rive droite. Pour le moment, on est arrivé à confectionner 10 000 tickets qu'on va mettre en vente dans différents points. Au niveau des secrétaires généraux de l'AEM, mais au niveau de quelques radios privées. J'en appelle à la bonne volonté de toutes mes sœurs, qu'elles se joignent à nous, vraiment pour magnifier cette activité. Et nous restons avec la jeunesse, la revue sectorielle des sports et de la jeunesse. C'est l'objet d'un atelier de formation qui a regroupé les acteurs concernés. L'objectif visé par la dite revue est de faire le point sur la situation des sports et de la jeunesse. À l'issue des travaux, les participants ont adopté 3 recommandations. Découvrons les dites recommandations avec Tamsir Diabaté. Quelques heures d'échange ont suffi aux participants pour examiner la revue sectorielle des sports et de la jeunesse. Les échanges ont porté sur la capitalisation et la valorisation du secteur. Cette revue sectorielle première du genre a permis aux acteurs concernés d'évaluer la performance du secteur sur l'année écoulée. L'objectif est de faire le point, procéder à une analyse situationnelle de nos projets pendant cette période d'une part, et faire des perspectives pour notre secteur d'autre part. Depuis 1998, le gouvernement du Mali, en relation avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place un système de suivi et évaluation des projets-programmes ainsi que des projets sectoriels basés sur l'organisation de revues. La revue sectorielle volet sport et jeunesse, c'est dire que sa réussite nous permettra de contribuer à la bonne organisation de la revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ainsi, pour faire face aux contraintes et préoccupations, les participants ont adopté 3 recommandations. Il s'agit notamment de l'élaboration de la politique nationale du volontariat, la mise en œuvre du document de politique cadre du développement de la jeunesse et l'élaboration du document de politique nationale du sport. Nos espoirs ont été comblés à l'égard des résultats obtenus, à enregistrer la participation des chefs de services centraux et rattaché des 2 départements. C'est la preuve de l'intérêt constant des partenaires techniques et de tous les autres acteurs à accompagner le gouvernement du Mali. Cet atelier sur la revue sectorielle des sports et de la jeunesse a regroupé plus d'une 50aine de participants des différents secteurs concernés. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui 19 juin la journée mondiale de la drépanocytose. Thème retenu cette année, lutter contre la drépanocytose, c'est dépister tôt la maladie et faire la prévention. Les centres de référence en sont des outils efficaces. Après la cérémonie de lancement de la journée, un atelier de formation a été organisé à l'intention des journalistes. Sorana Kamisogo, reportage.
Pour la 4e fois consécutive, notre pays célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire qui touche 5 000 à 6 000 enfants par an au Mali, selon le Centre de recherche pour la lutte contre la drépanocytose. Malgré la fréquence de la drépanocytose dans notre pays, la maladie est peu connue des populations. Pour inverser cette tendance, le thème choisi cette année est « Lutter contre la drépanocytose, c'est dépister tôt la maladie et faire la prévention ». Les centres de référence en sont des outils efficaces. Ce thème met l'accent sur l'importance du dépistage précoce et le rôle important que doivent jouer les centres de santé et le personnel socio-sanitaire dans la détection et la prévention de la maladie. Il est démontré que le dépistage néonatal, les tests de diagnostic pratiqués à temps et très tôt et des soins complets associés à l'éducation des parents permettent de réduire sensiblement la mortalité et les conséquences lourdes liées à cette maladie. En vue de lutter efficacement contre la maladie, le gouvernement et ses partenaires ont consenti d'énormes efforts. Parmi les recommandations figure la création d'un centre de référence de la drépanocytose dans les pays où la maladie a une forte prévalence. Celui du Mali, qui vous abrite aujourd'hui, a ouvert ses portes 2 ans seulement après la déclaration de l'ONU. L'engagement de l'État malien dans la lutte contre cette maladie s'est concrétisé par l'élaboration d'un plan stratégique de lutte contre la maladie et la construction du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Cet investissement aura été possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Le gouvernement du Mali, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour soutenir auprès des associations de malades et des hommes de science le combat engagé contre cette maladie. La visite des locaux et l'organisation d'un atelier à l'intention d'une vingtaine de journalistes sont entre autres les temps forts de la commémoration de l'édition 2012 de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et pour aider à la lutte contre la drépanocytose, la Fondation Bank of Africa a remis cet après-midi un chèque de 18 millions de francs CFA au Centre de recherche et de lutte contre la maladie. Ces fonds serviront à prendre en charge les 150 enfants drépanocytaires hospitalisés au centre. La remise du chèque a eu lieu aujourd'hui, donc, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le reportage est de Diemba Moussa Konaté. Au Mali, environ 5 000 à 6 000 enfants naissent chaque année avec un syndrome drépanocytaire. Mais ils sont environ 150 enfants atteints de cette maladie à être enregistrés au centre. Pour une meilleure prise en charge de cette maladie héréditaire, la Fondation Bank of Africa a fait une contribution de taille. Elle traduit dans les actions qu'elle mène dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation et de la santé, la volonté du groupe Bank of Africa d'assumer entièrement sa responsabilité sociétale. La Fondation Bank of Africa ne pouvait rester insensible face à ce problème posé de la prise en charge des malades, particulièrement des enfants issus de milieux défavorisés. Ces fonds permettront d'améliorer la prise en charge des drépanocytaires au sein du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, un geste apprécié à sa juste valeur par le bénéficiaire. Le drépanocytaire qui arrive au centre, qu'il ait des moyens ou pas, il est traité d'abord avant qu'on lui parle d'argent. Il arrive qu'il y a des populations qui sont complètement démunies, effectivement, qui ne peuvent pas payer ça. Et c'est pour cela qu'on est en train de se battre pour un parrainage. Ce chèque de 18 millions va être consacré à la prise en charge d'à peu près 150 enfants drépanocytaires démunis. À la fin de la cérémonie, les agents du centre ont présenté un tableau peint par quelques enfants drépanocytaires en collaboration avec un artiste du centre. Ce tableau explique que tant qu'il y a la vie, l'espoir est permis. Nous sommes en hivernage et c'est l'occasion pour les experts de la météorologie de la sous-région de mieux communiquer avec les producteurs ruraux. Ils sont en conclave depuis ce matin ici à Bamako. C'est à la faveur de l'atelier de communication des résultats des prévisions climatiques saisonnières 2012. Les producteurs du Niger, du Sénégal et bien entendu du Mali doivent entre autres procéder à la présentation du principe de la prévision saisonnière et des résultats des prévisions saisonnières du Mali. Reportage de Nando Dambeli.
Organisé à l'intention des autorités administratives, des cadres des services techniques travaillant dans les domaines de la recherche et de la vulgarisation agricole, cet atelier a pour objet de présenter et de discuter les résultats de la prévision climatique saisonnière 2012 aux usagers du site pilote du programme de recherche sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité alimentaire SECAFS. Environ 70 personnes ont été formées récemment au Burkina Faso et nous espérons sinon dépasser un tel effectif au Mali. Cette activité a, comme l'a si bien indiqué le représentant du Centre régional Agrimet, rendu le cadre d'un partenariat que le programme SECAFS a signé avec l'Agrimet en collaboration avec l'Institut de l'économie rurale, la Direction nationale de la météorologie du Mali et l'ANACIM. La rencontre de Bamako fait suite à celle tenue au Burkina Faso. Elle revêt une importance capitale pour nos producteurs, surtout pendant la saison agricole, dans un contexte de climat variable. Cet atelier vient renforcer les vastes programmes hydro-agricoles de préparation de la campagne agricole 2012-2013, notamment les stratégies de gestion des risques climatiques en agriculture ainsi que l'adaptation de l'information climatique aux besoins des agriculteurs. Ainsi, les travaux de Bamako visent à mettre à la disposition des usagers, notamment des producteurs agricoles, les informations météorologiques afin de réduire leur vulnérabilité à la variabilité et au changement climatique. En 5e région, la coordination régionale du PCDA Mopti vient en appui aux bouchers de Mopti et de Sévaré en mettant à leur disposition 2 motos tricycles équipés de moyens de transport de la viande pour un coût global d'environ 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'abattoir de Mopti à Sévaré, suivie par Moustapha Doumbia. En mettant ces 2 mototricycles à la disposition de l'abattoir de Mopti par le biais du concessionnaire de l'abattoir, la coordination régionale du programme compétitivité et diversification agricole de Mopti veut contribuer à l'amélioration des conditions de transport de la viande. Il y a un double avantage. Le premier avantage, comme on le dit, régler le problème de transport de la viande dans des conditions hygiéniques. Le deuxième, c'est d'ouvrir à nos artisans menuisier métallique, une voie d'accéder vraiment à la modernisation, créer de l'emploi. Le coût global des 2 engins, y compris les équipements, est d'environ 5 millions de francs CFA. Il s'agit d'une initiative test qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le PCDA Mopti et l'abattoir. Chaque matin, c'est des charrettes, des motos qui transportent la viande de l'abattoir. C'est pas sain. Donc, c'est le partenaire PCDA qui a décidé avec nous et les bouchers de nous donner ces motos tricycles comme test. Au bout de 3 mois, 6, vraiment, c'est concluant. Ils vont généraliser. Et on est même en train de négocier avec eux pour avoir 10 mototricycles à travers 10 bouchers tests. Il est à noter que la remise de ces mototricycles s'est déroulée en présence des représentants des services techniques concernés par la question de la viande. Signalons que le PCDA Mopti participe en ce moment à la modernisation et à la rénovation de l'abattoir par la clôture et l'acquisition d'équipements modernes. Voilà, les bouchers de Mopti et de Sévaré pourront ainsi acheminer la viande dans de bonnes conditions hygiéniques. À présent, quelques nouvelles sportives. 16e de finale de la Coupe du Mali. Le stade malien de Bamako est éliminé. Et oui, les Blancs de Bamako ont été battus cet après-midi par la Jeanne d'Arc, 2-1 après prolongation. Et puis, autre nouvelle, toujours en Coupe du Mali. Qualification du Djoliba AC pour les 8e de finale aujourd'hui. Les Rouges de Bamako ont battu Petit Savon de Kati 7-0. On rappelle que ces rencontres avaient été annulées dimanche dernier pour raison de pluie. Et puis les 16e de finale de la Coupe du Mali entamées depuis le week-end dernier se poursuivent. C'est ainsi qu'hier l'AS Real a obtenu son billet pour les 8e de finale en écartant l'ASCO au tir au but 4-2. Et puis dans l'autre rencontre de la soirée, l'AS Sahel de Gao a éliminé l'AS Biton de Ségou 3-1. Siragatou Cissé nous résume ces 2 rencontres. L'AS Sahel, en se rendant à Bamako pour disputer son match des 16e de finale de la Coupe du Mali contre le Biton de Ségou à cause de la situation sécuritaire au nord du pays, a reçu la visite du ministre des Sports. Tout un symbole. Occasion pour Hamay Founé Mahal Madan d'adresser particulièrement à Sahel de Gao les encouragements du gouvernement. Et le message est clair.
La fédération a programmé ce match pour montrer l'unité du pays. Donc il fallait bien que le gouvernement soit là pour accompagner la fédération dans cette action noble. On veut montrer à la face du monde que notre pays, quelles que soient les difficultés, notre pays va se retrouver et le Mali sortira un et indivisible dans cette action. Dès le coup d'envoi, Ousmane Diko de l'AS Buton ouvre le score. AS Sahel égalise à la 24e minute par l'Arabie Cissé. Mi-temps 1-1. À la loge officielle, les dirigeants de Sahel apprécient la prestation de leur poulain. Mieux organisé, l'AS Sahel entame la seconde période et marque 2 autres buts. Aux 62e minute et 83e minute par l'Arabie Cissé. Le plan de bataille a marché. Je tiens à dédier d'abord la victoire à toutes les régions du Nord. Bien vrai qu'on n'a pas eu le temps maximum vraiment pour se préparer, mais vraiment ils ont joué avec du cœur. Ouais. Chaque but ou occasion amorcée par l'AS Sahel est célébré avec enthousiasme. Malgré les conditions difficiles de préparation, l'esprit de la gagne a prévalu. Les jeunes nous ont fait rêver. Ils sont venus de Gao, tout le monde sait les conditions qui sont à Gao. Mais nous, on leur a dit d'oublier tout ça, de jouer, courage, solidarité et de se faire plaisir. Et ce que je lance seulement un message aux différentes autorités pour qu'ils nous appuient encore, pour nous permettre de préparer l'équipe pour les 8e de finale. Comme en 2007, l'AS Sahel de Gao s'offre en grand la 8e de finale de la Coupe du Mali. Un bonheur partagé par toute une région. Auparavant, le rendez-vous AS Serral, loin d'être le 16e de finale le plus relevé et le plus spectaculaire, s'est soldé par un décevant 0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations entre 2 clubs de Ligue 1. C'est finalement au tir au but que l'AS Serral l'emporte 4-2 et se qualifie pour la 8e de finale de la Coupe du Mali. Voilà, et pour résumer, la Jeanne d'Arc, le Djoliba AC, l'AS Real et l'AS Sahel de Gao sont qualifiés pour les 8e de finale. Le Stade malien de Bamako, lui, est éliminé. Et c'est tout pour ce journal. Merci d'être resté des nôtres. Demain, retrouvez Sira Batili dans les éditions de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve dans celle du soir. Pour terminer, n'oublions pas nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Soyons de cœur et d'action avec eux. Merci. Thank you.